Bonsoir à tous, chers auditeurs, chères auditrices, c'est Cyrus et on se retrouve pour la suite du 66e épisode de notre podcast hebdomadaire sur l'actualité footballistique européenne. Et aujourd'hui, je serai accompagné de nos fidèles contributeurs que sont Jeff Bonsoir à tout le monde. et Alexis. Bonsoir. Et donc pour ce soir, nous parlerons de ce qui s'est passé au niveau du football et ce qui se passe actuellement également, puisqu'il y a des matchs aussi aujourd'hui. Dans le football espagnol, ce qui s'est passé également en première ligue en Angleterre ce week-end, enfin le week-end dernier, et la Ligue 2, puisqu'il y a également les matchs de Ligue 2 en ce moment. Alors, en premier lieu, l'Espagne. D'abord la journée numéro 6, bien évidemment, puisque la journée 7 est en ce moment, mais je parlerai d'abord de la journée numéro 6 qui a eu lieu le week-end. Enfin, du 20 à hier, bien sûr. Et comme je parlerai du Barça volontairement en dernier, puisque on a eu la confirmation par rapport à Ter Stegen. On en a parlé hier, mais on a eu la confirmation. Mais il y a quelques informations qui sont sorties à ce niveau-là. Mais au-delà de ça, le Betis Séville qui perd contre Mallorca, l'Atlético Madrid qui a un petit coup d'arrêt en faisant un match nul contre le Rayo Vallecano. Nouveau but de la part de Gallagher qui semble très bien s'intégrer à cette équipe de l'Atlético Madrid. Vraiment, de très, très intéressant et très bon début. C'est prometteur, vraiment, vraiment prometteur pour lui. C'est un peu dommage voilà, qu'il fasse match nul, c'est un petit coup d'arrêt. Il reste toujours invaincu, bien évidemment, mais ça reste un petit coup d'arrêt pour l'Atlético Madrid qui se fait freiner par le Rayo Vallecano. L'Athletic Bilbao qui gagne 3-1 le Celta Vigo avec une passe décisive d'Inaki Williams pour le troisième but. Getafe et Leganés qui font match nul. Valence qui gagne contre Gérone. Osasuna qui gagne 2-1 contre Las Palmas. La Sociedad qui fait match nul contre Valladolid. Alaves qui gagne contre le FC Séville. Alors, également pour le Real de Madrid, probante victoire au niveau comptable, puisque victoire 4-1, mais dans le contenu, ce fut quand même assez compliqué. On voit vraiment que ce Real se cherche, qu'il est pas encore totalement rodé, et c'est c'est un score en trompe-l'œil. Vraiment, ce 4-1, vraiment un score en trompe-l'œil. D'ailleurs, il y a eu un but contre son camp de Courtois, un but mi-malchanceux, mi-gag, on va dire. Mais c'est vraiment le Real n'a pas dégagé l'aura d'une équipe qui est dominatrice, qui vraiment marche sur son adversaire. Elle a gagné 4-1, oui, mais dans le contenu, c'est vraiment très brouillon. Très brouillon et de toute manière, ils ne vont retenir que le résultat puisqu'il n'y a que ça à retenir. Mais dans le contenu, si vraiment on va au-delà du... Il y a eu 4-1, large victoire du Real, on sent que c'est encore quand même poussif, très poussif. Et d'ailleurs, Jude Bellingham qui a été remplacé, il est toujours gêné par son épaule. De toute manière, il n'est pas totalement rétabli, mais il est toujours gêné par son épaule. Donc voilà. Mais victoire probante, mais peut mieux faire. Peut, peut beaucoup mieux faire même. Villarreal, FC Barcelone. Villarreal qui était l'une des équipes en forme du championnat. Et le Barça, impeccable leader. Bilan immaculé. 5 matchs, 5 victoires avant le match contre Villarreal. C'était deux équipes invaincues. Il y a. On va retenir qu'une seule chose côté Barça, malheureusement. Enfin, non. On va retenir plusieurs choses du côté du Barça. C'est qu'au niveau du jeu, ça va très bien. Ils sont à l'image de ce qu'ils proposent ces dernières semaines. Ça joue bien, beaucoup. Il y a la patte Flick, on sent que vraiment Flick est en train de créer quelque chose avec cette équipe-là. Lewandowski qui était
Bon, il a raté le triplé en ratant un penalty, mais très décrié la saison dernière. Là, cette saison, il est difficilement critiquable, je trouve. Surtout que le Barça voulait s'en S'en débarrasser, je débarrasser, crois, oui, pour son... de Lewandowski. Alors, par rapport à ses performances, entre parenthèses, même si, bon, je pense pas qu'il est l'élément principal à viser en termes de performance, et également pour son énorme salaire aussi. Et le fait que, voilà, pour un joueur âgé, avoir un salaire astronomique, bon, voilà. Mais pour le coup, voilà. Et après, lui aussi, là, il a refusé des offres, hein, il voulait pas partir. Mais, mais parmi les hommes en forme de ce début de saison, bon, il y a bien évidemment Yamal qui brille, qui continue à briller de mille feux. Rafinha également, qui est très très bon depuis le début de saison. Et Lewandowski aussi, qui 6 buts en 6 matchs, rien à redire. Rafinha également, hein, 5 buts et 2 passes décisives en 6 matchs. Lamine Yamal qui est à 3 buts et 5 passes décisives en 6 matchs. 3 buts et 5 passes décisives en 6 matchs, soit en termes de passes décisives exactement le même nombre que ce qu'il a fait la saison dernière, quand il avait 16 ans. Donc du coup, il a déjà quasiment égalé ses stats de l'année dernière. Il n'est qu'à 2 buts de les égaler. Et de toute manière, ce joueur-là euh, est exceptionnel. Mais au-delà du fait que tout va bien au niveau du Barça, dans le jeu, défensivement, entre parenthèses, puisque le dernier rempart a eu ce qu'il a eu. Donc, défensivement, globalement, ça va. Le Barça, en plus, s'est permis le luxe de faire tourner, faire sortir des joueurs importants. Par exemple, Pedri, il n'a joué que 60 minutes, par exemple. Euh, ça reste quand même assez positif. Et par exemple, et par contre, oui, l'élément vraiment, la tuile majeure du Barça, c'est la blessure de Ter Stegen, blessure grave de Ter Stegen qui sera absent jusqu'à la fin de saison, jusqu'à la pré-saison de l'année prochaine, en fait, tout simplement. Grave blessure, mais ensuite, grave blessure. Euh, très d'ailleurs, très sympathique le message de Courtois adressé à Ter Stegen. Peut-être aussi envoyé parce que lui a eu aussi une grave blessure et qu'il a réussi à retrouver pleine possession de ses moyens. Bon, c'est pas parce qu'il a fait une gaffe qu'on oublie quand même le talent de Courtois, mais vraiment, c'est bien. C'est bien que ce genre de message-là, surtout, voilà, Courtois, il a vécu cela il y a quelques mois. euh, ben, c'est sympa voilà, de- d'envoyer un message de soutien à l'un de ses confrères gardiens de but. Et plusieurs joueurs déjà ont été pistés, que ce soit par exemple, parmi les pistes les plus prestigieuses, entre parenthèses, il y a Keylor Navas et Chesney. D'ailleurs, bon, en termes de salaire, il n'y aura normalement pas de problème puisque le Joker, enfin, Ter Stegen touche 8 millions d'euros. Et donc, ni Chesney ni Navas ne touchaient plus que 8 millions. Donc en soi, en termes de salaire, ça va matcher si l'un des deux doit être pris pour un an. Keylor Navas se dit être disponible. Chesney également semble être pour pouvoir le faire, pour revenir, pour revenir dans le monde du foot, puisqu'il a pris sa retraite, et faire cette pige au Barça là, en sachant qu'il serait, et ça c'est du conditionnel par contre, euh, également poussé par Lewandowski pour rechausser les crampons, puisque Chesney tech, comme disent affectueusement les joueurs de la Juve et les supporters de la Juve, est polonais, comme Lewandowski, et donc ce serait un allié de poids, entre parenthèses, pour sa venue. D'ailleurs, le Barça serait pas contre du tout sa venue. Après, apparemment, comme je crois que Jeff, tu l'as indiqué via un tweet, qu'il y aurait en cas de si Chesney parvenait à retrouver un autre club, il y aurait éventuellement une indemnité de transfert à régler à la Juve. Ça n'a pas été Par le confirmé. joueur lui-même, hein, d'ailleurs, Oui, après ça peut être arrangé tu vois, par le club, etc. avec le club. Tu C'est vois. vrai. Mais
apparemment, voilà, il y aurait une indemnité de transfert. Après, ça, je pense, ça, c'est vraiment pas quelque chose de plus compliqué que ça soit, mais ce serait l'éventuel, avec de gros guillemets, pour l'instant, frein à la venue de Tech au FC Barcelone. Mais je trouve quand même que c'est Camille qui le disait en rigolant hier ou avant-hier, ça reste quand même C'est vrai. un transfert, enfin, une venue intéressante, surtout que Chesney, il est loin d'avoir été mauvais l'année dernière. Moi, je trouve pas que ça a été l'élément le plus mauvais de la Juve l'année dernière. Il est parti en partant en ayant un bon niveau, et je pense qu'il pourra plus qu'assurer l'intérim au FC Barcelone, surtout que c'est pour quelques mois, enfin, normalement c'est jusqu'à la fin de la saison, mais pour assurer l'intérim, je pense qu'il fera plus que le taf, donc je pense que c'est un très bon choix. Vraiment, pour le coup, entre performance et puisque lui pour le coup, il a pas, enfin, il a été globalement titulaire à la Juve. Hein, euh, il a eu des belles performances récemment. Bon, peut-être qu'il faudra quelques semaines le temps qu'il se remette en route, hein, puisque bon, je pense pas qu'il se soit entraîné sérieusement dans l'optique de retrouver un club, puisqu'il a pris sa retraite. Donc il faudra juste quelques temps pour qu'il se remette en route. Et après, je pense que donc Peña devrait prendre l'intérim et ensuite Chesney devrait faire le nécessaire. Après, je ne sais pas si un joker. Du coup, je ne sais pas si par contre je pense qu'en Ligue des Champions, par contre, il ne pourra pas jouer puisque la liste a déjà été donnée. Je ne sais pas s'il y a ce qu'on appelle un joker médical possible en Ligue des Champions. Je ne crois pas. J'ai pas souvenir. Mais donc la première phase de Ligue des Champions, ben, je pense que c'est Peña qui va la faire. Et ensuite, en championnat, ben, je pense que c'est Chesney peut-être qui va prendre. Si c'est lui, hein, bien sûr, c'est lui, ce sera le nouveau gardien qui sera là. À part si le Barça dit finalement, ben non, on fait confiance à notre gardien numéro 2 et ben ce sera lui le titulaire jusqu'à la fin de saison. Mais je pense pas qu'il ferait ça. Je pense qu'ils recruteront un gardien, soit maximum cet hiver ou là tout de suite. Euh, et d'ailleurs, concernant les matchs d'aujourd'hui en Liga, actuellement le Real de Madrid il joue contre Alaves, est en train de gagner suite 1-0 suite à un but de Lucas. Valence a fait match nul contre Osasuna et le FC Séville a gagné contre Valladolid. Deuxième victoire de la saison pour le FC Séville. D'ailleurs, la deuxième victoire, enfin, les deux victoires du FC Séville ont été à domicile. Comme quoi, euh, comme quoi peut-être est plus verte à Sanchez Pizjuán. Mais deuxième victoire du FC Séville cette saison. Et pour l'instant, le Real gagne contre Alaves à la 27e minute, donc c'est que le début du match. Hein. Il pourra y avoir d'autres rebondissements. Mais du coup, pour l'instant, puisque c'est que le début de la 7e journée, hein, bien évidemment, le FC Barcelone reste leader avec 18 points, 6 matchs, 6 victoires. Le Real de Madrid, pour l'instant, deuxième avec 17 points. Bilbao et l'Atlético Madrid. Bilbao a 13 points, l'Atlético Madrid a 12. Mallorca, Villarreal Osasuna à 11 points. Alaves, pour l'instant, en train de perdre contre le Real, serait à 10 points. Le Celta Vigo avec 9 points. Le Rayo Vallecano, le Betis et le FC Séville, tous à 8 points. Gérone, Espagnol, Barcelone à 7 points. Leganés à 6. Real Sociedad, FC Valence, Real Valladolid à 5 points. Getafe et Las Palmas ferment la marche. Le premier relégable est le Real Valladolid. Voilà. Concernant le football espagnol. Ensuite, pour l'Angleterre, du moins, au niveau du football anglais, le gros match, bien évidemment, c'était Manchester City contre Arsenal. Match qui a tenu toutes ses promesses, même si pour moi, il y a quand même plusieurs bémols à dire sur cette rencontre-là. Mais pour commencer, pour aller
du début jusqu'à la fin de cette 5e journée. Chelsea qui continue sa marche en avant en disposant de West Ham. West Ham, c'est très compliqué en ce début de saison. Bon, après, ils ont affronté quand même Chelsea, Manchester City et notamment Aston Villa, mais ça reste quand même très compliqué pour les Hammers, ou qui sont quand même assez en dessous de ce qu'ils peuvent proposer. Là, ils ont perdu 3-0 avec un doublé de Nicolas Jackson et un but de Cole Palmer. D'ailleurs, Jackson, double buteur et passeur décisif. Sancho également passeur décisif pour son deuxième match. D'ailleurs, il me semble, également passeur décisif sur son pro lorsqu'il est rentré en jeu pour son premier match. Donc sa deuxième passe décisive de la, enfin, depuis qu'il porte les couleurs de Chelsea. Et Jackson qui marque son 4e but en 5 matchs. Hein. Très intéressant aussi, lui, de ce côté-là. Mais du côté de Chelsea, ça va mieux. Ça va vraiment, vraiment mieux. Ils se sont bien replacés au niveau des équipes enfin, au top du classement. On le verra tout à l'heure. Mais voilà, Chelsea est quand même bien, bien mieux placé. Et ça va mieux du côté de... Ça va mieux du côté de Chelsea. Tant mieux de ce côté-là. Tottenham qui dispose de Brentford 3-1 avec le premier but sous les couleurs de Tottenham de la recrue star Dominique Solanke, acheté à prix d'or, plus de 70 millions d'euros. Il a marqué son premier but en championnat. C'est lui d'ailleurs qui a ouvert la marque. Euh, Double passeur décisif. Son a été également double passeur décisif. D'ailleurs, c'est Brentford qui a très rapidement ouvert la marque. Son, pas buteur cette fois-ci, mais double passeur décisif pour Ben Johnson et Brennan, pardon. Brennan Johnson et Madison. Madison qui a marqué son premier but de la saison, d'ailleurs au passage. Mais voilà, très belle et importante victoire de la part de Tottenham, puisque Tottenham est quand même euh, pas distancé, mais le club est actuellement dans le ventre mou du championnat, et ce n'est pas ce à quoi logiquement Tottenham devrait aspirer au vu du talent de cette équipe et les forces que peuvent avoir, les forces que peuvent représenter les joueurs de ce club. Southampton qui fait match nul contre Ipswich, Liverpool qui dispose assez tranquillement de Bournemouth. Tout s'est fait en 10 minutes où l'intenable Luis Diaz, qui est vraiment en feu en ce début de saison, vraiment, vraiment, vraiment en feu. C'est peut-être la saison de son explosion pour le coup, puisqu'il a quand même fait, il a été intéressant, mais également l'année dernière, mais je pense que cette année c'est le bon moment pour que ça soit son explosion, puisqu'il est vraiment en train de prendre en garde, de prendre de l'importance dans le jeu de Liverpool, et il le rend très très bien en étant très efficace à ce niveau-là. Et Darwin Nunez qui marque également son premier but en championnat cette saison sur une passe de Mo Salah. Bon, Salah qui n'a pas marqué, mais bon, il reste quand même à 3 buts, 4 passes décisives. Ça va. Ça va quand même pour l'ailier magique égyptien. Leicester qui fait match nul contre Everton. Everton hein, qui n'a toujours pas gagné en première ligue cette saison. D'ailleurs, c'est le premier point pris par Everton cette saison, puisqu'ils n'avaient fait que perdre leur match. Fulham qui dispose de Newcastle. Newcastle qui est sorti, qui était invaincu jusqu'à ce match-là. Ils étaient sur 4 victoires en 4 matchs. Là, c'est la première défaite de la saison. Et première défaite de la saison. Fulham, eux, se rattrapent après leur piteuse élimination en EFL Cup, dans lequel ils avaient perdu contre Preston, équipe étant en deuxième division anglaise, en championship. Bon, après, c'est une défaite au tir au but, mais c'était quand même une défaite quand même. Mais
ils se sont rattrapés en gagnant contre Newcastle 3-1. Aston Villa qui gagne contre les Wolves. Aston Villa qui est dans un bilan quasi parfait, hein, à part sa défaite contre Arsenal. Une défaite un peu. Enfin, oui, ils ont quand même perdu, hein, à part la défaite contre Arsenal. Aston Villa n'a fait que gagner, que ce soit en Europe ou en championnat. Et donc, belle victoire logique contre les Wolves, 3-1, avec un but de l'inévitable Watkins, euh, premier buteur de ce match. Après, il y a eu Konsai Duran, le jeune Duran, qui a qui est quand même qui fait derrière un très très beau début de saison. L'année dernière, on voyait déjà les bribes de ce qu'il pouvait amener dans cette équipe-là lorsqu'il avait quelques titularisations. Mais cette saison, il semble avoir pris une toute autre envergure et il le rend très très bien. Il est déjà à sa quatrième réalisation en 5 matchs. Très intéressant, joueur à suivre, hein, ce Colombien, il est très très bon, très intéressant. C'est vraiment un joueur qui serait capable de pouvoir exploser cette saison. C'est un très bon joueur, très très bon joueur. Il a beaucoup de talent. Manchester United qui fait match nul contre Crystal Palace. Bon après United c'est un peu ça souffle un peu le chaud et le froid, c'est un peu ils sont capables de faire de très belles choses et derrière comme gagner 7-0 contre Barnsley après Barnsley est une équipe en troisième division donc c'est un peu logique de perdre contre Manchester United et assez largement. Mais bon, là, match nul contre Crystal Palace, une équipe qui est sur le papier moins forte qu'eux. Bon, un triste match nul 0-0 d'ailleurs au passage. Et ensuite Brighton qui fait match nul contre Nottingham Forest. D'ailleurs assez animé comme match, assez animé, où chacun a eu ses périodes de domination au score. C'est Nottingham Forest qui a ouvert la marque, mais Brighton a réussi à du moins à renverser le match en égalisant puis en marquant le but du 2-1 avant la mi-temps par l'ancien joueur d'Arsenal Welbeck. Ensuite, c'est justement Nottingham Forest qui va égaliser à la 70e minute par l'intermédiaire de Ramon Sosa, qui marque son premier but en championnat et donc permet de pouvoir égaliser et ne pas perdre. Brighton qui perd quelques petits points sur les équipes de tête. C'est dommage. Le gros match était Manchester City contre Arsenal. Un match qui a pas tenu toutes ses promesses, puisqu'il y a quand même eu. J'ai trouvé qu'il y avait un Arsenal quand même assez réaliste. Très réaliste, Arsenal, 5 tirs, 3 cadrés de but. Un Arsenal qui a quasiment tout fait. Le seul tir qu'ils ont eu en seconde mi-temps, euh, c'est bon, ça a été un tir mou, hein, c'était pas exceptionnel, mais du moins tout du côté d'Arsenal s'est passé en première mi-temps. Bon, d'abord sur une erreur de Calafiori, Haaland a marqué. Bon, euh, il a mal été chargé, mais de plus, le travail de Savigno sur son côté pour libérer l'espace et lui permettre à Haaland derrière, qui lui aussi sur son bel appel, permet de pouvoir derrière s'ouvrir la cage et ensuite ajuster Raya. Magnifique de la part des deux. Également encore la mauvaise nouvelle qui semblerait être officielle cette fois-ci concernant Rodri, et c'est bien ce qui était redouté dès sa sortie d'ailleurs, dès sa sortie et dès que Rodri s'est mis à terre lorsqu'il a eu le coup. Ce serait bien les ligaments qui seraient touchés et donc une indisponibilité de plusieurs mois. Ben, normalement, euh,
c'est juste quasiment la fin de saison, quoi. Ça serait un peu bête, je pense, de le faire rejouer là, mais c'est une indisponibilité qui serait normalement équivalente quasiment jusqu'à la fin de saison. Un, un coup de massue pour Manchester City. Rodri, c'est vraiment pour le coup l'irremplaçable de Manchester City. Alors attention, ça ne veut, je ne dis, quand je dis ça, je ne dis pas que par exemple De Bruyne est un joueur que l'on peut remplacer. Non, De Bruyne est lorsqu'il est à 100% de ses moyens, le meilleur milieu au monde pour moi. Mais De Bruyne a eu plus d'une fois des pépins physiques et Manchester City a appris à jouer sans lui dans de longues périodes, plusieurs mois. Et c'est arrivé plusieurs fois. Là où avec Rodri, le club n'est absolument pas habitué à ne pas jouer sans lui. Et en plus, les rares fois où Rodri n'est pas là, le club, enfin, Manchester City fait de mauvais résultats. Alors attention, ça ne veut pas dire que, vu que Rodri risque de rater plusieurs mois, Manchester City va finir 10e du classement. Non, il y a quand même énormément de talent. Mais pour le Mais il y aura des pots cassés, quoi. c'est ça exactement, c'est que son profil est tellement rare que il n'a pas de remplaçant et que sur des matchs clés, il va énormément manquer, clairement. Il va énormément manquer et donc Manchester City sera plus vulnérable au milieu de terrain. Après, oui, Stones a déjà dépanné à ce poste-là, a déjà joué des matchs au milieu de terrain, mais ce n'est pas Rodri. Et encore heureux, Rodri, c'est la crème de la crème au milieu de terrain. Donc, c'est pas, on ne le remplace pas comme ça. Mais je pense que Stones aura sa carte à jouer à ce niveau-là, par rapport à Rodri. D'ailleurs, sa blessure a, je pense, déréglé la machine un peu de Manchester City. Après le but d'Haaland, il y a quand même eu une superbe égalisation de Calafiori sur une merveille de frappe du gauche. Pour le coup, vraiment très très beau but. C'est magnifique, magnifique but de Calafiori qui rend bien Arteta pour sa première titularisation avec Arsenal. Et le second but de d'Arsenal, un corner. Arsenal et les coups de pied arrêtés, c'est une belle histoire d'amour. Corner de Saka, Gabriel qui se joue assez facilement de Kyle Walker et place une tête imparable. Et ça faisait 2-1 pour Arsenal. Euh, je disais quand même que ce match a été entaché de plusieurs choses. Alors, il y a eu la blessure de Rodri, bien évidemment. Bon, attention, ce n'est pas, il était en duel avec Partey, mais attention, Partey n'est pas responsable. Mais il y a également eu un carton rouge, enfin le double carton jaune qui s'est transformé en rouge pour Trossard à la toute fin de la première mi-temps. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment dur, hein, pour lui. Alors moi, c'est même pas dur, c'est... Alors, j'aurais trouvé ça dur si on était dans un autre championnat. Mais pour la première ligue, qui est une ligue qui est plus permissive au niveau des contacts, lui donner un deuxième carton jaune pour ça, enfin, apparemment, il a eu le deuxième carton jaune, pas pour la faute sur Silva, mais parce qu'après, il aurait tiré le ballon. Enfin, ça reste quand même... Franchement, à ce moment-là du match, je trouve que même rien que l'action en elle-même, je trouve pas qu'elle mérite un deuxième jaune. Je trouve ça vraiment exagéré. Ben oui, exactement. Parce que même dans le championnat anglais ou pas, je suis d'accord que le championnat anglais est plus physique, mais je suis même pas certain, à part certains matchs où on va dire que les arbitres sont pas forcément objectifs. Hein, je dis pas que ça arrive, mais dans un match où les arbitres sont objectifs et tout, je suis même pas sûr qu'il y ait un deuxième carton jaune là-dessus. Non. Un simple rappel à l'ordre, ça suffisait. Exactement, exactement. Alors, à la limite, tu mets un premier carton jaune dessus, peut-être que je veux bien que ça puisse passer. Mais le deuxième jaune là-dessus, non, 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 c'est trop, non, c'est trop. C'est vraiment, pour moi, c'est exagéré. Pas mérité pour Arsenal. Et enfin, oui, ça conditionne un peu la seconde mi-temps, parce que Arsenal ne fait, objectivement, faut le dire, hein, ne fait rien en seconde mi-temps. Ils ne font rien. Ils ne font que subir les vagues des Citizens, mais qui n'y arrivent pas parce que à côté de ça, t'as Raya qui est extraordinairement bon, très très fort, et qui a fait le match quasiment parfait. Vraiment, il n'y a rien à lui,
Il n'y a rien à lui reprocher à ce niveau-là. Il a fait vraiment le match parfait. Haaland qui, malgré son but, a quand même été dominé par Saliba, par exemple. Mais oui, si City a longtemps buté, n'a pas réussi à marquer malgré plus de 10 tirs cadrés. Et c'est c'est à cause du moins de Raya qui a été très très bon, très fort. Et c'est mérité. C'est fait. Concernant ce match nul-là, l'homme du match pour moi c'est Raya, clairement. C'est vraiment Raya. Il mérite d'être totalement homme du match puisqu'il a vraiment fait un très grand match, un très gros match à ce niveau-là. Mais par contre, petite question, autant pour l'un pour l'autre que pour l'autre d'ailleurs, hein, mais est-ce que ce match-là, le fait d'avoir raté la victoire, je parle d'Arsenal bien sûr, ne va pas leur coûter le titre? Parce que ça fait déjà 1 ou 2 saisons qu'ils peuvent gagner le championnat, mais ça s'est joué sur soit sur une victoire, soit sur un match nul. Ça s'est vraiment joué sur 1 ou 2 saisons de suite. Ça s'est joué vraiment sur des détails. Et est-ce que ça va pas leur coûter le titre, ça? Alors, on est quand même qu'à la 5e journée. Donc, oui, je suis tout à fait d'accord. C'est que la 5e journée. Mais s'ils avaient mis 3 points d'avance aux concurrents directs pour le titre, ça aurait pu faire plaisir. C'est ça. Alors, quand je dis que on n'est qu'à la 5e journée, c'est parce que c'est trop tôt pour parler véritablement de course au titre puisqu'on est au début. Mais par contre, attention. Ah oui, c'est un marathon, hein, pas un sprint. Je suis comme dit l'adage. Mais tu rates quand même 2 points contre un gros concurrent au titre. C'est ça. Si ce n'est le concurrent. C'est ça. Mais ce que je comptais ajouter, c'était que au-delà de la victoire des 3 points qui auraient été symboliques puisqu'on est qu'à la 5e journée, c'est surtout sur l'aspect psychologique que la victoire aurait pu avoir un impact, surtout à 10 contre 11. Je pense que c'est ça, ce genre de match-là, c'est des matchs qui, lorsque tu es programmé pour gagner le titre, c'est des matchs que tu gagnes même dans la douleur, même en souffrant comme pas possible, mais tu les gagnes ces matchs-là. Parce que c'est ces matchs-là qui forgent en gros, qui forgent en fait cette route, qui forgent cette histoire qui va faire que la route se trace pour que tu gagnes des titres. Il y a parfois des matchs de merde que tu gagnes, des matchs de merde, attention, c'est-à-dire des matchs très difficiles, c'est ça que je veux dire, des matchs de merde, des matchs très difficiles que tu gagnes 1-0, des matchs où tu joues très mal, mais tu gagnes, tu arrives quand même à gagner. Et des matchs, bien évidemment, où tu vas rouler sur tout le monde, où il y aura des victoires, des victoires significatives qui montrent en fait la supériorité de ton équipe par rapport à des adversaires. Il y aura toujours des matchs où tu diras, ah, cet Arsenal-là qui a gagné le titre, on peut retenir ce match-là, ce match-là, ce match-là, où vraiment il a écrasé une grosse équipe. Et on voit en fait pourquoi les mecs, ils ont été champions. Et justement, ce genre de match-là, c'est des matchs qui, pour moi, Arsenal doit gagner s'ils veulent passer ce step-là d'équipe qui peut gagner le championnat. Parce que là, pour le coup, c'est Manchester City qui s'en sort très bien. Elle perd son, entre parenthèses, meilleur joueur. Elle, elle, a, elle, a, elle a galéré comme pas possible, mais elle a réussi à attraper le match nul. Même, même lorsqu'Arsenal fait un match défensif extraordinaire, avec un Raya qui brille de mille feux, ben City arrive à ne pas perdre. Pour le coup, c'est City qui arrive à ne pas perdre, alors que Arsenal avait ce qu'il faut pour pouvoir les faire perdre, mais ils n'ont toujours pas perdu. Ils ont réussi à préserver cela. Ça montre. Voilà. Alors, est-ce que c'est City qui a réussi à faire perdre ou est-ce que c'est Arsenal qui a réussi à ne pas gagner? Alors, tout dépend comment tu regardes le match. Parce que si tu pars du principe du match d'Arsenal en première mi-temps, ben, tu te dis, avant le carton rouge de Trossard, tu te dis, cet Arsenal-là, il a la capacité de faire plus qu'embêter Manchester City. Mais par contre, quand tu vois la seconde mi-temps d'Arsenal, qui malheureusement n'a fait que défendre et subir les vagues citizennes, tu te dis, c'est peut-être un peu mérité de ne pas gagner ce match-là.
Parce que pour le coup, euh, oui, ils ont défendu solidairement. Et la preuve, quelques-uns de leurs défenseurs étaient complètement cramés avant la fin du match. Je pense à Timber, je pense à Calafiori. Mais ils se sont donnés. Quand je vois, par exemple, Saka, il a été quasi invisible offensivement, mais par contre, qu'est-ce qu'il a été présent pour pouvoir aider dans l'abattage défensif. Gabriel Jesus, quand je vois ce qu'il a fait en fin de match, notamment ses retours défensifs, le fait est que c'était qui déjà à Manchester City, le joueur qui était à droite, je crois que c'était Bernardo Silva qui avait énormément de mal il me semble que c'est Silva, qui avait énormément de mal à passer Gabriel Jesus, qui faisait un très beau travail défensif. Tu voyais que il y avait quelque chose qui était fait pour ne pas perdre. Mais les grandes équipes, c'est la marque des très grandes équipes. Même lorsqu'il y a enfin, une équipe qui ferme à double tour, ben, il y a toujours cette possibilité de pouvoir le faire. Moi, je le vois vraiment en... Manchester City a réussi à ne pas perdre, pour le coup. Parce qu'Arsenal a été... Parce qu'il faut rendre hommage à la défense d'Arsenal et à Raya. Et je peux pas dire que c'est Arsenal qui n'a pas gagné parce que dans un sens, Arsenal a eu deux mi-temps et vraiment deux mi-temps complètement opposés. Une où elle a montré un beau visage, un autre où elle a souffert comme pas possible, mais qu'elle a montré qu'elle arrivait presque à pouvoir tenir défensivement. Là où Manchester City a quand même essayé, et a été récompensé de ses efforts en toute fin de match en ayant l'égalisation. C'est pour ça que je dis Manchester City, je prends plus en Manchester City a réussi à ne pas perdre, plutôt qu'Arsenal n'a pas gagné. Parce que Arsenal n'a pas mis les ingrédients pour, surtout en seconde mi-temps, pour gagner ce match-là. Même si c'est vrai que euh, jouer à 10 contre 11 contre Manchester City, même privé de Rodri, c'est quand même assez compliqué. Je le concède. Mais ils l'ont fait. Mais ils l'ont fait, c'est ça, exactement. J'espère que, bah, pour être positif, j'espère que pour côté Arsenal, que ça va leur permettre de, comment dire, de se donner une sorte de force, de courage, courage, de force collective pour se battre jusqu'à la fin, tout simplement, jusqu'à la fin du championnat et se dire, bah voilà, même si on a réussi plus ou moins à leur tenir tête, hein, parce que, bah, plus ou moins, parce que comme tu as dit, la deuxième mi-temps était en demi-teinte et City aurait peut-être pu gagner finalement. Et peut-être que j'espère que Arsenal, ça va les aider à se dire, bah voilà, on a tenu tête et on est capable. On est capable, on a réussi à tenir tête au meilleur du championnat et voilà. C'est ça. Mais bon, le problème, c'est que avec Arsenal, ils sont capables de craquer même au mois de mai. C'est ça le problème. Donc, C'est sur les derniers jours que. C'est pour ça que je disais que j'espère que ce match-là ne va pas leur poser préjudice parce que on sait qu'Arsenal, d'ici avril ou mai, ils vont craquer, ils vont perdre des points. c'est ça, ils sont capables de craquer. Le problème, c'est qu'ils sont capables de craquer n'importe quand. Et donc, ben, quand on a sorti le mot, ils ont déjà craqué au mois de ouais, avril-mai. C'était il y a 2 ans, il me semble, où ils avaient plus de 10 points d'avance et ils avaient réussi à ne pas gagner 10 points d'avance en avril. Ils avaient réussi à cramer cette avance-là. Et Manchester City avait gagné le championnat pour le coup. D'ailleurs, je crois qu'il avait gagné avec à peine moins de 90 points d'ailleurs, ce qui était assez rare et pas dans les standards de Manchester City. Mais Bah, je crois que même l'année dernière, hein, c'était pas. Il me semble que l'année dernière, c'était à peu de choses près la même chose, hein, le même scénario, je crois. je pense qu'Arsenal avait craqué un peu plus tôt, par contre, parce que je sais ils avaient bazardé l'Europe pour se concentrer sur le championnat, mais ils avaient craqué un peu plus tôt qu'il y a 2 ans, où c'est vraiment sur le run final qu'Arsenal fait n'importe quoi, où je me rappelle d'ailleurs sur le Manchester City Arsenal, euh, je crois que Saliba n'était pas là, Arsenal avait pris l'eau, et c'était un des matchs qui avait précipité la chute d'Arsenal et City filait vers son titre de champion. Je crois qu'ils avaient perdu 4-1, un score comme cela, contre Manchester City. Mais du coup, après ce match nul, au classement, ça donne Manchester City toujours leader avec 13 points. Meilleure attaque du championnat, la meilleure défense, c'est Liverpool avec un seul but encaissé. Liverpool qui est deuxième avec 12 points, égalité de points avec Aston Villa. Arsenal quatrième avec 11 points. Chelsea
dont j'ai indiqué qu'ils étaient mieux placés au classement, bah, justement. Ils sont cinquièmes à égalité de points avec Newcastle avec 10 points. Brighton et Nottingham Forest avec 9 points. Fulham 9e avec 8 points. Tottenham 10e avec Tottenham et Manchester United avec 7 points. Brentford avec 6 points. Bournemouth avec 5 points. West Ham 4 points. Leicester 3 points. Tout comme Crystal Palace et Ipswich, premier non relégable. Et ensuite, les 3 derniers n'ont toujours pas gagné de match, mais ont déjà tous fait match nul. Southampton, Everton et les Wolves. Donc, concernant l'actualité en Angleterre, c'est tout ce qui s'est passé. Actuellement, il y a, pour parler de ce qui se passe actuellement, donc il y a également le match aussi de l'Atalanta contre Como, puisque suite au fait que le terrain était impraticable, l'Atalanta n'a pas pu jouer contre Como hier, puisqu'il devait jouer hier à la base. Ils sont en train de jouer maintenant. Nous sommes à la 52e minute. Et il y a 1-1 entre l'Atalanta et Como. Enfin, pour l'instant, il y a match nul. Il y a match nul, c'est ça exactement. Et donc il y a là, concernant la Ligue 2, il y a actuellement la 6e journée de championnat qui est en cours, hein, bien évidemment. On est autour de la 70e minute. Une équipe que je crois Jeff connaît très très bien, Metz semble tout droit parti pour gagner encore une fois. Ça va très très bien pour eux, hein. Ils gagnent 4-0 contre Martigues. Et la Ligue 2 est beaucoup trop forte pour Metz et la Ligue 1 est trop faible. Et Metz est trop faible pour la Ligue 1. C'est, comme on a déjà dit plusieurs fois, comme Gamil a déjà dit, c'est une équipe de Ligue 1 et demi. C'est ça exactement. Parce qu'à part une saison où Metz était, si je dis pas de bêtises, à part une saison où Metz était redescendu en national, bah à chaque fois que Metz a été en Ligue 2, ils sont revenus l'année d'après, quoi, tout simplement. Ouais, c'est très souvent l'ascenseur qui est fait entre L1 et L2 pour C'est le ça. FC Metz. D'ailleurs, hormis le match de Metz, c'est soit des matchs nuls ou des équipes qui gagnent avec un but d'écart. Mais c'est le seul match où il y a un avantage supérieur à un but d'écart, puisque par exemple, Rodez est en train de gagner contre Laval 1-0. Ah, je mens, je viens de mentir, puisqu'Ajaccio vient de marquer contre Grenoble. J'allais le dire, mais je t'ai laissé. C'est ça. J'ai J'ai eu la vu à notification. l'instant. Exactement, Ajaccio vient de doubler la marque contre Grenoble. Là, Annecy gagne également contre 3, 1-0. Le Paris FC qui gagne contre Guingamp 1-0. Pau qui gagne contre Lorient 1-0. Rodez qui gagne également donc contre Laval 1-0. Puis il y a 3 matchs nuls à l'instant T. Caen qui fait match nul contre Amiens. Clermont qui fait match nul contre le Red Star. Et Dunkerque qui fait match nul, pour l'instant du moins, contre Bastia 1-1. 5-0 pour Metz. C'est ça. Metz vient de marquer un 5e but. Saint-Symphorien en a pour. Enfin, les supporters de Saint-Symphorien en ont pour leur argent. Et donc, doublé du Dol, puisqu'il y a un qui fait suite au triplé de Sabali, puisque Sabali a mis un triplé sur ce match-là. Udol qui y va de son petit doublé. Et cette fois-ci, bon, ça fait 3 buts marqués en 5 matchs pour Udol. C'est pas mal, hein, pour un latéral, c'est pas mal du tout. On verra bien ce que ça va donner. Enfin, même si Metz devrait gagner et donc devrait rester leader de la Ligue 2, on verra bien pour les autres matchs ce que cela donnera d'ici la fin de match. Mais cette semaine est quand même rythmée par les débuts de l'Europa League, notamment nos clubs français, soyons chauvins. Nice, Lyon et c'est tout. C'est ça, Nice et Lyon. Oui, Nice et Lyon sont mobilisés
en Europa League. Nice qui affrontera la Real Sociedad. Lyon qui jouera normalement ce jeudi contre l'Olympiakos. Des pronos pour vérifier s'il n'y a pas la Conférence League par contre. Non, il n'y a pas la Conférence League. Mais des pronos pour les matchs de Lyon et de Nice en Ligue Europa. Ben, moi, je vais commencer, parce que j'ai pas beaucoup parlé du coup. Bien sûr. Sur le match de Nice, euh, après, je sais pas ce que fait la Sociedad actuellement en Championnat. Liga, mais si vraiment il fallait mettre un prono, je dirais, ouais, on va dire qu'ils vont rester sur le 8-0 de vendredi dernier. Je mettrais une petite victoire de Nice. Euh, donc voilà, surtout à domicile. Et sur Lyon, mais j'avoue, Lyon, je sais pas. C'est compliqué de pronostiquer quelque chose avec eux. Ça, ça va pas très très bien C'est vrai. chez eux. Euh, L'Olympiakos, c'est le dernier vainqueur de l'Europa League, C'est ça. hein, ouais, de l'Europa League. Conférence Donc, League. Europa Conférence League, ouais. ouais, de la Conference League. Euh, pareil que Nice, en fait. Chez eux, je pense qu'ils, ouais, non, chez eux, même ils pourraient s'imposer, mais même ça, j'en doute. Euh, ouais, victoire de Lyon, victoire des deux clubs français, ouais, pour le coup. Si je peux me permettre, vu que par rapport à la situation de la Real Sociedad, le club va pas très très bien en championnat. Ils sont dans le ventre mou, 14e du classement. Une seule victoire, deux nuls et quatre défaites en 7 matchs. Parce qu'eux ont bien joué 7 matchs. Ils n'ont qu'une seule victoire en championnat contre l'Espagnol de Barcelone. Sinon, deux matchs Ouais, nuls. C'est compliqué. C'est compliqué. c'est pas fameux, mais ouais, non, je reste sur la victoire de Nice. Voilà. Et toi, Jeff, de ton côté? Alors moi justement, je suis en train de regarder le calendrier pour trouver le bon match. Du coup, Nice. Est-ce qu'ils sont Nice? Quand est-ce qu'ils jouent Nice? C'est jeudi? Oui. Alors, pourtant, j'étais sur le bon jour et pourtant, je ne les ai pas vus. On est combien? On est le 24, donc le 26. Ah, c'est pour ça. Non, c'est demain qu'il joue. Ah, c'est demain? Ok. Ouais. Ok. Alors, attends, que je me retrouve. Ah, voilà, Nice contre la Real Sociedad. Poussif, mais je vois bien Nice gagner quand même. Je vois pas un gros match, mais je vois quand même Nice pouvoir s'imposer. Et du côté de Lyon? Ah oui. Et Lyon, qu'est-ce qui joue Lyon? Il joue qui? Olympiakos. Olympiakos? Mm. Ouais. Franchement, je sais pas. Lyon, ils ont pas l'air. Enfin, je les vois pas très confiants ces derniers jours. Peut-être un nul. J'ai bien dit peut-être et peut-être même l'Olympiakos gagnant. Mais j'ai du mal à voir Lyon s'imposer. Ok, ok, je vois. Donc double victoire française pour cette journée d'Europa League.
Moi aussi, je pense comme vous. Je pense aussi comme vous. Je suis un peu plus sceptique par rapport à Lyon, vraiment comme Alexis, parce que Lyon sont capables de tout et n'importe quoi. C'est très 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 compliqué. Après, ils peuvent également se relancer en Europe. Ils sont capables puisqu'il y a de la qualité quand même dans leur effectif, ils sont capables de se relancer en Europe et faire un beau match contre l'Olympiakos. Nice, je pense qu'elle a plus de chances de gagner la Sociedad, cette Sociedad-là, qui est moins souveraine que l'an passé, euh, qui galère beaucoup plus en championnat. Après, Brest galérait en Ligue 1. On a bien vu que la Ligue des Champions les a revigorés, par exemple. L'effet l'effet Coupe européenne a clairement fonctionné du côté de Brest, par exemple. Mais nice, si Nice met les ingrédients, je pense vraiment qu'ils ont la capacité de pouvoir gagner. Cette société-là qui est vraiment en manque de confiance. Et puis, les clubs français ont globalement fait de bonnes choses en Ligue des Champions, hormis la défaite prévisible de Lille contre le Sporting. Mais voilà, que ce soit Brest ou PSG, ils ont fait le taf. Donc je pense quand même que la Ligue 1 va continuer sur une autre semaine positive et engranger le maximum de points, notamment avec 2 victoires en Europa League. Je le pense aussi, personnellement. Est-ce qu'il y a du nouveau du côté de la Ligue 2? Je vais vérifier ça. Il y a Laval qui a égalisé contre Rodez et il y a eu quoi? Peut-être PFC, 10 minutes avant. Hein? Paris FC, qui gagne 2-0 maintenant. Ah, j'ai pas vu. Mais juste avant l'égalisation de Laval, Rodez a loupé une énorme occasion où le gardien de Laval a sorti un triple arrêt. Donc, s'ils prennent un point sur la pelouse de Rodez, je pense qu'ils pourront dire merci à leur gardien. Belle information, c'est noté de ce côté-là. Euh, ah, oh, et du côté de l'Atalante de Bergame, ben, Como est en train de gagner 3-1 finalement. On les avait lâchés, il y avait 1-1. Ben, là, on est à la 65e minute et Como est en train de gagner 3-1. Deuxième but, c'était un contre son camp de l'ex-Olympien et l'ex-joueur d'Arsenal, Kolasinac. Et Fadera a aggravé la marque pour Como. Bah, je suis assez surpris. Aussi, surtout vu ce cas. Tant mieux pour Com, hein, je suis très très content pour eux, mais je suis quand même surpris. Ils sont tout proches d'aller gagner leur premier match en Serie A. Donc oui, pour eux, là, ça pourrait être c'est un très beau résultat qu'ils sont en train de faire. Après, l'Atalanta en championnat, elle fait pas un très bon début de championnat. Après, parfois ça arrive hein, que l'Atalanta a des périodes sans, mais derrière, il y a un moment où elle se remet à l'endroit et elle enchaîne les résultats positifs. Mais Il y a bien ouais, une équipe rouge et noire qui a fait un mauvais début de championnat et qui a gagné un très très beau derby ce week-end, tu vois. c'est ça exactement. Comme quoi, les mauvais débuts, ça ne veut pas toujours dire quelque chose. C'est ça exactement. Surtout que l'Atalanta sortait d'un match nul très satisfaisant contre Arsenal en Ligue des Champions. Et là, les voir être en train de perdre, c'est très étonnant. Très, très étonnant à ce niveau-là. Très étonnant. Mais bon, c'est le football. Ah, et Metz vient de marquer un 6e but et Dunkerque reprend l'avantage
contre. Enfin, non, prend l'avantage, puisque c'est Bastia qui On fait partie prend, du premier. Prend l'avantage, excusez-moi, contre Bastia. Et donc, concernant Metz, enfin, le sixième but a été marqué par Ibou Sané, jeune, jeune joueur de 19 ans qui était rentré en jeu il y a 20 minutes à la place de Sabali, qui était celui qui a mis le celui qui a mis un triplé. Sané l'a remplacé il y a 20 minutes et il marque son petit but, son premier but cette saison en Ligue 2. il y a quand on sait qui a pris, qui a marqué son deuxième but. Il mène 2-1 face à Amiens. Ah oui, exact, exact. Je crois que je ne voyais pas le résultat euh, je voyais pas le résultat de quand. Alexandre, de la part d'Alexandre Mendy. Leur serial buteur. D'ailleurs, je me demande qu'est-ce qui a fait que Mendy n'ait pas, du moins, n'ait pas eu plus de sollicitations que ça, puisqu'il est quand même sur 3 saisons plus qu'Abuchi. Bon, après, il a 30 ans, je pense qu'il est en pleine possession de ses moyens, mais il est sur quand même 3 saisons plus qu'Abuchi du côté de Caen. Qu'est-ce qui fait selon toi, Alexis, qu'il n'a éventuellement pas pu avoir. Donc, qu'est-ce qui fait que donc l'attaquant de Caen, selon toi, n'a pas pu avoir plus d'opportunités, soit par une équipe de Ligue 2 de haut tableau ou une équipe de Ligue 2 qui éventuellement venait de monter en Ligue 1, par exemple? Il a eu des offres. Enfin, il en a pas eu tant que ça, mais il en a quand même eu. Je sais que, enfin, je crois savoir qu'il a eu une offre d'un club d'Arabie Saoudite ou du Qatar, il me semble. Mhm. Euh, et l'autre offre qu'il a eu, c'est le club de Sunderland, qui était prêt, enfin qui a même fait une offre. Lui voulait aller là-bas. Je sais pas exactement ce qui s'est passé pour que ce soit refusé. Il n'a pas joué en début de saison parce que pour Mendy, il voulait aller là-bas. Au final, ça s'est pas fait et du coup, il est resté à Caen. Donc voilà, moi je trouve que c'est un très bon choix quand même qui reste à Caen parce qu'il y a quand même un enfin un beau projet, je trouve, Ben avec oui. du coup avec l'arrivée de Mbappé, enfin en tant qu'actionnaire, hein, en tant que joueur. Mais je trouve que Caen, ben voilà, après. On parlait des clubs qui réussissaient mal en début de saison et qui commencent à revenir un petit peu. Ben, Caen, c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Donc voilà, il y a peut-être le projet de la remontée, enfin même de la montée tout court, parce qu'ils sont pas descendus. Donc moi, quand je les vois assez haut. Donc voilà, moi je trouve que c'est un bon choix qu'il ait fait de rester à Caen. C'est vrai que oui, avec le rachat, il y a maintenant un bon projet. C'est peut-être ça aussi qui a pu permettre aussi de pouvoir au final le retenir et empêcher de. Oui, c'est possible. Bon. C'est possible. Puis en plus, au niveau des joueurs qui sont arrivés, ils ont fait signer Villa qui était. Non, j'ai peur de dire une bêtise. Il me semble qu'il était au PFC, mais je suis pas sûr. Mais sinon, ils ont fait signer Lorenzo Rajo qui menait le milieu de Rodez la saison dernière. Donc ça reste quand même deux bons joueurs de foot.
tu gardes Mendy, oui, concrètement, tu dois, non, tu peux être placé assez haut. C'est vrai. En effet, c'est vrai que ça peut être assez haut. Euh, mais bon, à voir. C'était. Après, bon, c'est un peu logique qu'il ait quelques offres de l'étranger, puisque bon, en Angleterre, ils n'attendent pas qu'un joueur soit forcément en Ligue 1 pour pouvoir le prendre, hein. Mais j'aurais pensé que peut-être même en France, que ce soit en Ligue 2 ou éventuellement en Ligue 1, il aurait eu beaucoup plus d'offres. C'est surtout ça que je pensais. Je pensais vraiment qu'il aurait pu avoir un peu plus d'offres. Après, c'est vrai que le projet, avec le nouveau projet, ça peut aider au fait de pouvoir le garder du moins au moins une saison de plus. Mais je pense que il y a une autre saison aboutie de sa part et quand il ne monte pas en Ligue 1, je pense qu'il serait pour lui préférable de partir de, enfin, quand vers quelque chose de, vers une autre équipe éventuellement, soit un autre championnat ou quoi, puisque bon, à 4 saisons entre 15-20 buts, ça prouve quand même que voilà, il a plus que le niveau Ligue 2 et qu'il peut tenter de passer ce next step ou faire cette ultime étape, il aura donc 31 ans et il lui restera pas énormément à jouer, mais voilà, il peut se faire un dernier kiff en essayant de monter en termes de niveau. Enfin, il pourrait. Ouais. Et même, tu dis qu'il a le niveau Ligue 2, oui, largement. Là, oui, Et oui. je trouve même il a même le niveau Ligue 1, parce que même quand il était chez nous à Bordeaux, il fait une bonne demi-saison. Alors, il marque pas beaucoup, mais je trouve qu'il pesait sur la défense. Puis après, il est victime d'une grave blessure au genou. Donc, déjà là, il y a eu une action qui a été stoppée plusieurs mois parce qu'il s'était fait les croisés. Euh, Puis après, il est prêté. Bah, il joue plus chez nous. Il est prêté à Guingamp et à Brest. Euh, donc voilà, moi, je trouve qu'il a le niveau Ligue 1. Je pense que même un club comme Saint-Etienne, par exemple, aurait pu se pencher sur lui. C'est ça. Donc voilà, moi j'aurais dit, je trouve que c'est une bonne opération pour Caen de l'avoir gardé, et c'est tant mieux et c'est surtout tant mieux pour la Ligue 2 de pouvoir bénéficier de l'apport de très bons joueurs. Aussi, c'est vrai. C'est vrai que lui va toquer normalement très fort dans la porte des meilleurs artificiers du championnat. Surtout que on voit bien, hein, il est vraiment en progression statistique. Il est à 16, 19 et l'année dernière 22 buts. Donc ça montre bien, ça montre bien sa progression, qu'il est plus que rodé aux joutes de la Ligue 2, hein. Non, j'allais dire, non, c'était le meilleur buteur de la saison dernière, mais non, pas du tout. Enfin, je sais plus. J'avoue que je sais plus, mais D'ailleurs, c'est vrai que je me pose la question. J'allais dire ça aussi, mais je me pose la question. j'allais dire que c'était Mikotadze, mais non. Mais il était en L1. Mais c'était en L1, effectivement. Mais ouais, pour moi, c'est lui le meilleur buteur la saison passée, mais j'arrive pas à... Si, ouais, Alexandre Mendy. Donc, ouais, c'est un très bon attaquant de Ligue 2. Ça, c'est évident. C'est ça, meilleur buteur.
avec son Mendy avec 22. Par contre, c'était la saison, il me semble que c'est la saison d'avant où c'est Mikotadze qui est meilleur buteur. Avec 23 buts et lui, il est pas très loin puisqu'il est à 19. Donc, Ouais, c'était Metz est en Ligue 1 la saison dernière, donc ouais, c'était la saison d'avant. voilà. Ouais. Donc, t'as dit avec 23 buts et Mendy 19. Et le record, si je dis pas de bêtises, il est autour de 25, je crois, hein, le record en Ligue 2, c'est ça? Il me semble, parce qu'on en avait déjà parlé, parce qu'il était sur le point C'est De le ça. battre. de le battre. Te Il me dire semble le nom du joueur. Ouais, il me semble que c'est bien ça. Ouais. Mais, qu'il doit être 25, 26, pas plus que 27. Attends, je crois que c'est... Bon, je sais pas, je le trouverai. C'est simple, je vais réussir à le trouver. Records généraux. Non, c'est les montées. Gaëtan Charbonnier avec 27 buts. Non, Oaro avec 28. Ok. Après, ça faut remonter un petit peu, beaucoup même plus loin, où Tony Cascarino à Marseille met 31 et 30 buts euh, en Division 2. En 2008, Guillaume Oaro en inscrivait, lui, 28 avec le Havre. C'est ça. Et 27 réalisations pour Charbonnier avec Brest, donc en 2007. Donc après, enfin, je vais mettre tous les chiffres. Charbonnier en 2018 avec Brest, 27 buts. Et là, ce que je disais, Tony Cascarino avec Marseille, 31 et 30 buts. Mais ça, c'était à l'époque où on parlait de D2 et pas de Ligue 2. Mais et après, encore beaucoup plus loin. Mais là, ce que je vois, c'est que le record est à Gaëtan Charbonnier avec 27 buts. D'ailleurs, je me pose la question concernant les records pour la Ligue 2. Ils prennent en compte à partir de quand? Puisqu'après, il y a eu un moment où la Ligue 2, par exemple, elle a été scindée en deux. Il y avait deux groupes. Groupe A, groupe B, voire groupe C. Mais parce qu'après, bon, si on remonte dans enfin dans les années 70, 50, etc., là, ben, il y a des, ben, il y a des enfin, il y a des records qui risquent pas de tomber, quoi. Enfin, je viens de voir là, par exemple, le meilleur buteur de la saison 68-69 en Ligue 2, il est à 55 buts, tu vois. Donc, bon, euh, je sais pas en fait à partir de quand ils comptabilisent les records par rapport à ça. Parce que c'est vrai que pour Mikotadze, il y avait cette histoire de record là. Et peut-être c'était sur les temps de passage éventuellement qu'il était Ou devant. peut-être au 21e siècle, tout simplement. Ah, peut-être, ouais. C'est Peut-être par pas. rapport au 21e, parce que s'il y avait déjà un record comme ça dans les années 50, record plutôt monstrueux d'ailleurs, quand on pense qu'il y avait, en plus, je pense qu'il y avait peut-être moins de matchs à l'époque. Ouais, c'est quand même, ça va être difficile à battre. C'est ça.
Donc Je suis bon, en train de regarder, je voyais donc comme tu disais, groupe A, groupe B, etc. La dernière fois qu'ils ont fait ce genre de truc, c'était en 92-93. ok. Et donc, si on regarde les chiffres, le record, c'est donc que Tony Cascarino avec 31 buts sur l'année 94-95. Ouais, l'année où l'OM finit champion, mais est interdit de remonter, si je ne me trompe pas. C'est ça, il me semble, oui, c'est même ça. Euh, c'est ça. Et donc, du coup, ben, la journée qui vient de se terminer, si tu veux ou si je peux donner les scores. Je te laisse donner les scores. Clermont et le Red Star qui ont fait match nul, un but partout. Metz qui a battu Martigues, donc 6-0. Ajaccio qui a battu Grenoble 2-0. Victoire d'Annecy 1-0. 2-1 pour Dunkerque face à Bastia. 2-1 face à Amiens. Victoire de Pau 1-0 face à Lorient. Victoire du Paris FC 2-0 face à Guingamp. Et Laval qui est allé s'imposer 3-1 sur la pelouse de Rodez. Au classement donc de cette 6e journée, comme la semaine dernière, nous avons un nouveau leader, enfin nous avons 3 nouveaux leaders, avec en tête Metz, le Paris FC et Dunkerque, avec 12 points. C'est une très belle saison pour l'instant pour Dunkerque qui joue le maintien l'an passé. Quatrième Annecy, Pau et Bastia avec 11 points. Septième Guingamp et Grenoble, Lorient, Ajaccio avec 10 points. 11e Amiens avec 9 points. 12e Laval 8 points. 7e, non, 13e Caen avec 7 points, pardon. 14e Red également 7 points. 15e Clermont 5 points. 16e Rodez 3 points. 17e Martigues 3 points. Et 18e El Lanterne Rouge, c'est 3 avec 1 point. Et donc, comme on le disait hier, on est sur une semaine à 2 journées. Retour de la Ligue de vendredi avec Bastia-Annecy, Grenoble-Clermont, Martigues-Dunkerque, Laval-Pau, Lorient-Ajaccio, Amiens-Rodez, le derby francilien entre Red Star et Paris samedi après-midi, samedi soir 3 Metz et lundi, prépare-toi Jeff, elle est pour toi celle-là, et lundi Guingamp-Caen. D'ailleurs, vu que tu parlais de Tony Cascarino, peut-être qu'il n'est pas compté son record parce que la Ligue 2 à l'époque, elle était à 22 équipes. Après, il a joué 38 matchs, lui. Il a mis 31 buts en 38 matchs. Mais peut-être que si on ne parle pas de lui, c'est parce qu'il y avait plus de matchs à l'époque. Pour le coup. Du coup, 4. Oh. Moi-même, je ne le savais pas. Je pensais qu'elle était à 20, mais non, en fait, elle était à 22 à ce moment-là. La division 2. D'ailleurs, à partir Il me de... semble même qu'à l'époque, il l'appelait la Super D2. Dans mes souvenirs, il me semble que c'est ça. Je réfléchis. À partir de quand la Ligue 2, c'est dans les années 2000, donc la Ligue 2, elle serait retournée... Ah ben non, 98-99, où il y a 20 clubs au lieu de 22. Ok, d'accord, d'accord. Ah ben peut-être que c'est ça alors. Qu'on parle donc soit de O'Haro ou de Gaëtan Charbonnier. Parce que là, la Ligue 2 était à 20 équipes. Uhum. Ceci expliquerait cela.
et on a peut-être la réponse à notre question. Ouais, c'est peut-être pour ça que qu'on ne parle pas de Cascarino, parce que par rapport au nombre de matchs. Bon, donc si personne n'a quelque chose à éventuellement ajouter, Pour moi, non. Pas qui me viennent en tête là tout de suite. Je crois pas. on peut donc se laisser et donc se retrouver ce week-end pour parler bien évidemment de l'actuel de ce qui s'est passé durant cette semaine, puisque durant quasiment toute la semaine, il y aura du foot, des matchs de championnat, par exemple, également en Espagne aussi, et les autres championnats. Donc, on se retrouve en fin de semaine, ce dimanche, pour parler de ce qui s'est passé courant de la semaine. Ah, bonne fin de semaine et bonne vision du foot européen à tous. On se du football. Vivez et respirez football. À, la, à dimanche. Et À dimanche. dimanche.